Nous sommes de retour pour la deuxième partie de notre émission. Un nouvel invité m'a rejoint, Monsieur Moustapha Dramé. Vous êtes conseiller en communication. Vous êtes par ailleurs le secrétaire général et porte-parole de la section française de Rewmi. C'est un parti d'opposition sénégalais, le parti d'Idrissa Seck. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et Madame Naïma Korchi, restez avec moi, de même que Maïso Kerouine. Merci à vous deux d'être restés avec moi. Il ne fait aucun doute, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest attire de plus en plus. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui l'attractivité de cette région? Élément de réponse dans ce sujet de la rédaction signée Idelette Mirabel Bissou. Créée le 28 mai 1975 par le traité de Lagos, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, est une organisation intergouvernementale ouest-africaine. C'est la principale structure destinée à coordonner les actions des pays de l'Afrique de l'Ouest. Son but principal de départ était de promouvoir la coopération et l'intégration avec pour objectif de créer une union économique et monétaire ouest-africaine. Mais depuis 1990, avec la guerre civile au Libéria, son pouvoir s'est étendu au maintien de la stabilité régionale avec la création de l'ECOMOG, groupe militaire d'intervention qui est devenu permanent en 1999. Pour une adéquation entre stabilité économique et sécurité, l'institution intervient désormais dans la résolution de crises politiques sous-régionales sur le plan diplomatique et parfois militaire. Le Mali était au bord du gouffre. Et récemment, on a vu le cas de la Guinée-Bissau. Là aussi, il y a pratiquement une guerre civile qui disons, a guetté ou qui guette le pays. Mais avec, quelque part, les efforts consentis par la CEDEAO pour prévenir, pour amener les acteurs, les protagonistes, à se regarder en face, trouver des solutions. Pour qualifier cet acquis politique, on peut dire que la CEDEAO vraiment s'est investie beaucoup, non seulement dans la prévention, mais aussi dans la résolution des conflits en Afrique. Avec 15 pays, la CEDEAO est l'une des communautés économiques sous-régionales africaines les plus étendues géographiquement, avec un potentiel économique relativement stable. Au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, les échanges commerciaux inter-États se situent entre 15 et 20 milliards de dollars par an. Dans cet espace qui compte près de 300 millions de consommateurs, la Côte d'Ivoire se place en première position du commerce intra-régional avec 25% devant le Nigeria, 23% qui représente 60% de l'économie de la région. La CEDEAO a construit un socle économique commun qui, bien que fragile, a le mérite d'exister. Et comparé aux autres régions du continent, l'Afrique de l'Ouest a réussi à mettre en application la plupart de ses politiques nationales et régionales. La CEDEAO, c'est aujourd'hui 25% de la population africaine. La CEDEAO, c'est un produit intérieur brut qui est de 700 milliards de dollars. La CEDEAO, c'est aujourd'hui une intégration massive de certains pays comme le Maroc. Sur le plan organisationnel, la CEDEAO est composée de 8 institutions principales, parmi lesquelles la Conférence des chefs d'État et de gouvernement, le Conseil des ministres, le Parlement de la communauté, le Conseil économique et social et la Cour de justice. Parmi ces institutions, la Commission, instituée en 2006, est la principale entité chargée de la mise en œuvre des politiques et mesures adoptées par la Conférence des chefs d'État et le Conseil des ministres. Des réalisations économiques de l'institution lui valent de nos jours une certaine convoitise diplomatique. Les récentes réformes mises en place portent entre autres sur la libre circulation des personnes avec la mise en œuvre de la carte biométrique, l'adoption d'une stratégie de technologie de la communication commune, la mobilité académique qui inclut la reconnaissance des diplômes au sein de la zone CEDEAO, la construction des postes de contrôle juxtaposés aux frontières, mais aussi de grands projets structurants. Monsieur Dramé, la CEDEAO, c'est la 20e économie du monde. Nous l'avons vu avec 700 milliards de dollars de PIB. C'est aussi 25% de la population du continent. C'est donc tout naturellement que cette région attire les autres pays? Tout naturellement, il faut le dire, effectivement. Et quelqu'un disait tout à l'heure sur le plateau que le roi était un visionnaire. Moi, je salue ça. Je pense que c'est ça. Il a eu une vision plus que les autres. Puisque si vous regardez depuis 2000, qu'est-ce qui s'est passé? Il a visité une 50aine de pays. Il a investi presque 1,7 milliard, dont 65%
dans les pays de la CEDEAO. Pour avoir fait ça, c'est qu'il faut anticiper. Donc, effectivement, c'est un visionnaire. Et la CEDEAO va attirer, pourquoi? Parce que les autres structures africaines parallèles qui existent ici ou là n'ont pas eu cette puissance pour l'instant. Ils n'ont pas eu Faites bien cette de préciser, rationalité. pour l'instant. Pour l'instant, ah oui, pour l'instant. Et même la CEDEAO est encore fragile d'ailleurs. Tout à fait, on l'évoquera tout à l'heure. Ben voilà. Les failles de l'organisation. Les failles de l'organisation. Donc sur ce plan-là, que le Maroc vienne s'ajouter à ceux qui préexistaient au niveau de la CEDEAO, c'est compréhensible parce qu'évidemment, on se pose la question pourquoi le Maroc s'intéresse à la CEDEAO. Alors, vous parlez de vision, M. Dramé. Vous pensez que c'est quelque chose que le roi Mohamed VI a planifié, programmé depuis de longues années, auquel il a travaillé? Il a travaillé, et tant mieux s'il a travaillé. C'est ça l'intelligence d'un chef d'État. C'est ça l'intelligence d'un chef d'État. C'est ça qu'on demande au chef d'État. Lui, il est un roi, mais c'est un chef d'État. Donc, il a travaillé. Il a travaillé, il s'est déplacé, il a investi en Afrique avant de demander à adhérer à la CEDEAO. Et c'est pour ça d'ailleurs que son adhésion est plus ou moins acceptée presque banalement, sans qu'on se pose beaucoup de questions. C'est la suite logique de la politique africaine du Maroc. Mais oui, Richard, posez-vous la question. Si le Maroc était dans la même situation que le Cap-Vert aujourd'hui, est-ce qu'on aurait le même engouement de son adhésion? Non. Non, on a vu ce que le Maroc a fait, on a vu ce que le roi a fait, et donc c'est comme si, naturellement, il devrait arriver à prendre sa place dans cette structure socio-économique et diplomatique. Mais, attention, moi je dis 2 poids, 2 mesures, puisque cette puissance du Maroc est-elle vraiment quelque chose qui va bénéficier à la CEDEAO dans son ensemble, ou alors va-t-elle juste être une locomotive pendant un moment dans un secteur donné par rapport à tel ou tel pays, ou alors va-t-elle avoir une répercussion sur l'ensemble? Sur l'ensemble, moi j'ai des interrogations encore. Vous pensez qu'il y a aujourd'hui des risques que cette adhésion du Maroc à la CEDEAO ne profite pas à tous les 15 autres États membres? J'en suis, enfin, j'allais dire persuadé. Vous êtes même persuadé, vous en êtes même presque persuadé, parce que si vous regardez déjà la structure des relations commerciales qui existent, le Maroc lui-même, c'est vrai qu'il investit beaucoup en Afrique, mais dans quel secteur il investit le plus? Il n'y a pas réellement dans ces pays d'industrie, d'investissement productif qui, d'ici 2 années, 3 années, 4 années, vont avoir une répercussion dans le développement interne de ces pays. C'est ça qu'il faut voir. Il apporte son investissement, mais dans quel secteur? Ils seront plus consommateurs. Au fond, ça va servir d'espace d'écoulement pour l'économie marocaine. Vous avez dit le mot. J'ai plutôt l'impression que tôt ou tard, ces pays risquent d'être des consommateurs plutôt que d'être des producteurs qui vont avoir une relation commerciale, je dirais, bilatérale, avantageuse pour les 2 parties. Mais qu'à cela ne tienne, c'est le marché, c'est la mondialisation. Et c'est comme ça que ça se passe. Au-delà de la diplomatie, c'est l'aspect économique qui triomphe aujourd'hui. Et le roi, ça, il l'a compris très vite. Et je lui tire mon chapeau. D'ailleurs, justement, comme vous le disiez, en fait, le retour vers l'Union africaine et maintenant la CEDEAO, c'est l'aboutissement logique. Sa Majesté, le roi Mohamed VI, dès qu'il est arrivé sur le trône en 99, il s'est tourné vers le continent africain. Donc, ça a été sa politique. C'est un attachement sincère, personnel, d'appartenance à la famille africaine. Et donc, il a eu une politique de coopération sud-sud. Pas parce que l'Europe n'a pas fonctionné, mais vraiment un désir de développer une relation de coopération sud-sud pour avoir un continent. Même son père n'avait jamais coupé avec... Non, jamais. Avec le reste nous sommes, comme je l'ai dit, nous sommes des Africains. Peut-être maintenant, nous avons des activités qui, peut-être aussi par l'effet des médias plus intenses, mais même sous l'ère d'Hassan II, il y avait des relations diplomatiques, économiques avec le continent. Même après le retrait de l'OIA en 85. Le retrait en 94 n'a jamais coupé les liens économiques avec la plupart des États africains. Donc c'est tout naturellement que le Maroc maintenant se remet dans les institutions parce que sa présence est déjà effective. Et d'ailleurs, pour la CEDEAO, tous les États ont donné leur accord de principe, c'est-à-dire aucun n'a émis une réserve sur les 15, aucun, parce qu'en tant que chef d'État, c'est vraiment, il y avait toutes ces craintes pour leur économie interne. Je ne pense pas qu'ils auraient donné leur accord de principe immédiatement. Madame Kouachi, très rapidement, il y a des analystes qui disent aujourd'hui que la CEDEAO aurait dû attendre quelques années. On disait d'abord un partenariat, privilégié. Rappelez-vous les débats quand le Maroc a demandé à retourner sur l'Union africaine, il y a eu les mêmes choses. Demander d'abord un statut par étape.
Pourquoi attendre? Puisque le Maroc est déjà économiquement très présent dans cette zone régionale, puisque c'est le premier investisseur. N'oublions pas aussi en termes de transport, la Royal Air Maroc est une des compagnies qui dessert et qui vraiment unit la plupart de ces États. Après la mode Air Afrique, effectivement. Non, donc c'est des données concrètes au quotidien. Moi, j'étais en Afrique de l'Ouest, j'étais au Ghana, Mauritanie, Tunisie dernièrement, et on voit le dynamisme d'abord par la Royal Air Maroc, mais aussi l'économie, les entreprises, les banques marocaines. Le Maroc est présent et ça se voit en Afrique de l'Ouest. Le Maroc est présent et ça se voit en Afrique de l'Ouest, c'est ce que vous dites. Et Mme Korchi a sans doute raison, le Maroc est aujourd'hui le premier investisseur de l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est pas faux. Le Maroc est le premier investisseur de l'Afrique de l'Ouest, c'est pas faux. Mais le problème, c'est l'enjeu, il est à la fois politique, diplomatique et économique. Donc, sur le plan diplomatique, c'est normal que le Maroc soit présent. Mais sur le plan économique, les relations ne sont pas bilatérales. C'est là où ça va poser un souci. Si un pays tel que le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Nigeria peuvent avoir des relations économiques bilatérales avec le Maroc, ça ne sera pas le cas du Mali, du Togo. Vous voulez dire équitable? Vous voulez dire équitable, win-win? Oui, je vais dire équitable, win-win. Et ensuite, le Maroc, il faut dire quelque chose que personne n'a souligné ici, c'est un pays qui forme beaucoup d'Africains. Il y a beaucoup d'Africains qui étudient dans les universités. Depuis des années, le pays offre des bourses d'études. Oui, mais malheureusement, ces bourses d'études, cette formation s'accompagne d'une réputation sulfureuse sur le plan racial qui blesse beaucoup d'Africains subsahariens. Je pense que de ces côtés-là, si le Maroc veut continuer à être ses partenaires respectables sur le plan économique, il doit aussi résoudre ces problèmes de racisme au niveau de sa population. J'allais l'aborder la question, avant de venir à Madame Korchi, M. Dramé, dites-nous, la question de la libre circulation au sein de l'espace CEDEAO, quand tout ça va être effectif à partir de décembre 2017, après le sommet de Lomé, est-ce qu'on peut effectivement imaginer, comme il le dit, que les Africains de l'Ouest puissent circuler librement au Maroc, comme les Marocains viennent aussi circuler librement en Afrique de l'Ouest? Comment doit-on l'imaginer? Richard, est-ce que ma carte d'identité biométrique que je viens de faire au Sénégal aura le même impact au Sénégal qu'au Maroc? Est-ce que ça permet la même circulation qu'au Maroc? Je peux l'utiliser au Mali, il n'y a pas de problème. En Guinée, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que cette même carte d'identité biométrique a la même valeur et la même libre circulation qu'au Maroc? Donc non. Par contre, il a dit quelque chose ici qui est très vrai. En ce qui concerne les échanges commerciaux, le Maroc investit dans les pays africains. Qu'est-ce que les pays africains investissent au Maroc? Ils investissent quoi? Ils exportent quoi vers le Maroc? Ils envoient quoi au Maroc, à part les étudiants qui y vont? Donc ça veut dire déjà que ce commerce est déjà déséquilibré. Déséquilibré, à la base. À la base. Et c'est de ce déséquilibre-là que naîtra certainement un certain nombre de failles qui, tôt ou tard, il va falloir résoudre très vite sur l'aspect technique et sur l'aspect juridique, parce que sinon, l'aspect politique risque de se mettre à genoux très vite. Et justement, l'effectivité de ces aspects techniques et juridiques inclut aussi la question de la libre circulation. Avant de parler de la libre circulation... Il a posé une question qui est importante. Je tiens d'abord à relever sur le côté racisme. Il faut vraiment souligner que le Maroc, avec toutes les mesures que Sa Majesté le roi Mohamed VI a fait pour régulariser beaucoup de migrants, c'est le seul État, je pense de l'Afrique du Nord, peut-être même de tout le continent, à avoir intégré, donné des papiers d'identité à tous les migrants qui sont sur le sol marocain depuis une certaine donnée. Donc la politique migratoire du Maroc pour les personnes issues d'autres pays du continent africain est vraiment un modèle à suivre. Et dans ce cas-là, les thématiques dont vous venez d'aborder du racisme n'ont plus cours au Maroc. Il y a une évolution, justement. Le Maroc, pendant longtemps, on s'est vu pencher vers l'Europe. Maintenant, il y a beaucoup d'échanges avec l'Afrique. Mais oui, c'est vrai. Parce que moi, je voyage beaucoup. Casablanca est devenue aujourd'hui une plaque tournante de la mobilité continentale aujourd'hui. Les échanges, c'est aussi ça, nous connaître les uns les autres. Moi, comme je vous l'ai dit, je voyage beaucoup sur le continent africain. Par exemple, quand je vais en Afrique du Sud, il y a une méconnaissance de l'Afrique du Nord. Donc l'Afrique du Nord ne connaît pas non plus beaucoup l'Afrique du Sud. Donc ces échanges-là vont s'améliorer. M. Dramé a posé une question qui est essentielle. Il dit, est-ce qu'avec sa carte d'identité du Sénégal, il a les mêmes facilités au Maroc que le Marocain l'aura au Sénégal? C'est la question. Justement, pour l'adhésion avec la CEDEAO, il y a 3 étapes. Il y a l'aspect politique qui vient d'être franchi. Tout à fait. Maintenant, il va y avoir un aspect juridique et ensuite un aspect technique. Donc, toutes ces questions-là de libre circulation des citoyens vont être étudiées par les juristes et par les techniciens pour justement que tout soit en harmonie. Mais le plus important,
Le plus important, c'est dans ce type de négociation internationale, c'est la volonté politique. Et elle est là. Quand il y a la volonté, et je crois que c'est vous-même qui l'avez dit au départ, quand il y a la volonté d'intégrer un État, ensuite les juristes et les techniciens prendront les mesures nécessaires justement pour aboutir à une bonne harmonisation. Oui, à propos de ce que Madame disait, il y a deux Maroc. Il y a un Maroc de l'élite, des gens ouverts sur le monde, des intellectuels qui ont étudié et qui sont assez ouverts. Et il y a le commun des mortels au niveau des Marocains qui pose problème. Je sais que c'est moins poignant qu'en Tunisie ou en Algérie. Au Maroc, ça évolue. C'est un pays qui évolue sur beaucoup d'aspects, sur le plan droit, par exemple le droit civil et tout ça, ça évolue beaucoup. Mais il y a des choses, Monsieur Dramé, et pour enchaîner sur ce qu'il dit, vous pensez qu'il faudra un vrai travail pédagogique à faire au Maroc de sensibilisation et d'information pour faciliter justement l'intégration? Moi, je crois que sincèrement, ce qu'il a dit est juste. Ce qu'elle a dit sur le roi, ce que le roi a fait au niveau des lois, au niveau des réglementations, la volonté politique existait pour en effet enrayer le racisme. Mais nous voyons les images tous les jours. Et on voit des images tous les jours de ce qui se passe et de ceux qui ont été victimes de ceci et cela. Cela n'a rien à voir peut-être avec l'élite, mais ça existe quand même, madame, on le sait. Par ailleurs, ce qu'il faut dire, c'est que le commerce international, c'est un commerce qui n'est pas basé sur des affinités, des amitiés ou des appartenances historiques du passé. Aujourd'hui, c'est basé sur les intérêts. L'intérêt de sa nation. Et ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce que le roi a senti et pressenti, et on ne peut pas le lui enlever. Si les Africains acceptent cette adhésion à la CEDEAO avec ça, tant mieux. Mais il va falloir subir les conséquences qui en sortiraient lorsque l'équilibre sur le plan commercial, importation, exportation, échange des capitaux ne se font pas dans de bonnes dispositions. C'est aux Africains de voir comment gérer cette situation-là. Mais bon, l'avenir nous le dira, parce qu'il ne faut pas tout de suite jeter l'eau propre sur le Maroc. Il y a une conséquence encore grave. Le Maroc a signé des accords de libre-échange avec les États-Unis, avec un certain nombre de pays. Si vous regardez les règles de l'Organisation mondiale du commerce, ces accords auront des conséquences sur la CEDEAO. Donc, à travers la CEDEAO, c'est les États-Unis qui arrivent. Et vous voyez les niveaux de déséquilibre qu'il y aura. Et aujourd'hui, techniquement, ça peut être résolu juridiquement. Je rajoute juste ça qu'aujourd'hui, 6 des plus grands fournisseurs du Maroc sont des pays européens, dans l'état actuel des choses. Donc ça, c'est à prendre en considération, parce que le Maroc exporte quoi en réalité? Les textiles, les fruits, et quoi? Je ne sais pas. Même l'hydrocarbures, des services. Voilà, beaucoup de services. L'industrie pharmaceutique est très développée aussi. L'immobilier, la banque, il y a beaucoup de services, les assurances. Voilà, les services, mais ce n'est pas au niveau industriel. La compagnie marocaine a raflé pratiquement Colina. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. À tout de suite.